Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer la RTG pour vous informer. Après plusieurs réhabilitations, résultats insatisfaisants, une bonne partie de la plaine de Kabak est abandonnée. En arrière mangrove, les travaux champêtres d'urgence d'aménagement sont enclenchés. La Caisse nationale de prévoyance sociale, partenaire des retraités, poursuit sa mission de contribution à la réalisation de la politique de protection des travailleurs de l'État. Elle entreprend des activités pour soulager les hommes du troisième âge. Du matériel médical pour 11 structures sanitaires de la préfecture de Forêt-Caria. Objectif, baisser de façon drastique le taux de mortalité maternelle et néonatale. Un geste de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une mission du Fonds monétaire international a été reçue en audience par le président de la République. C'est pour évaluer le programme élargi de facilité de crédit. Ibrahima Keita nous signe ce reportage. Cette mission du Fonds monétaire international qui séjourne dans le cadre d'une évaluation sur le programme de facilité de crédit a eu des discussions constructives avec le président de la République, professeur Alpha Condé. Il a surtout félicité la performance économique impressionnante de la Guinée. On a discuté dans ce jour l'importance de rendre la croissance plus inclusive et donc de diversifier l'économie guinéenne et de maintenir des politiques économiques et des réformes qui puissent continuer à soutenir la stabilité macroéconomique tout en augmentant les niveaux d'investissement afin de soutenir une plus grande croissance. Après l'audience avec le Fonds monétaire international, le chef de l'État s'est rendu à l'hôtel Kaloum où les jeunes joueurs de l'équipe nationale de moins de 17 ans sont reçus après la CAN de leur génération. L'entraîneur de l'équipe, Mohamed Malia Kamara, était satisfait de la visite du président de la République. Vraiment, nous sommes globalement satisfaits parce qu'on ne s'attendait pas et nous, on s'attendait à aller à la présidence. Et surprise, on a vu comme des poissons d'avril. Donc le président est tombé comme ça parce qu'il aime sa jeunesse. Il aime cette équipe vraiment qui est en train de vivre et le peuple de Guinée qui est en train de rêver pour le peuple de Guinée. Et vraiment, merci au président de la République qui nous a surpris et qui nous a fait un petit cadeau. Et vraiment nous sommes contents, très heureux du chef d'État. Et merci au peuple de Guinée à travers son chef d'État. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a félicité la prestation des jeunes joueurs guinéens avant de prodiguer de sages conseils. Pour montrer que nous sommes très fiers d'eux, c'est la première fois que l'équipe cadette va en finale et ils ont très bien joué. Bon, malheureusement, les tirs au penalty, c'est toujours un hasard. Mais je suis convaincu que la prochaine fois, ils vont gagner. Merci. La visite du président de la République a donné du courage et de l'espoir aux jeunes joueurs guinéens. On reste avec notre reporter Abdelkarim Condé pour vous informer qu'en marge de la conférence diplomatique qui se déroule en Guinée, le président de la République, professeur Alpha Condé, a offert un dîner en honneur des ambassadeurs guinéens. Autour du repas, le chef de l'État a invité les diplomates à jouer le rôle d'ambassadeurs économiques. Suivez. Pendant le dîner que le président de la République, professeur Alpha Condé, a organisé pour les ambassadeurs guinéens qui suivent la conférence diplomatique qui a pour thème la diplomatie au service de l'émergence de la Guinée, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a remercié le chef de l'État pour l'organisation du dîner et de la conférence diplomatique, mais surtout d'avoir accepté de présider l'ouverture des travaux et donner les grandes orientations. Je voudrais, au nom des ambassadrices, des ambassadeurs et des cadres du département des affaires étrangères, vous remercier très sincèrement pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant à partager ce dîner avec vous. Et je voudrais saisir aussi cette occasion pour vous exprimer notre gratitude pour avoir d'abord accepté la tenue de cette conférence diplomatique à laquelle tous les diplomates tenaient, d'avoir présidé la séance d'ouverture, et je puis vous dire que mes collègues ont travaillé d'arrache-pied et sur la base de votre vision que vous avez exprimée, les orientations que vous avez données. Ils ont travaillé avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement et avec un sens élevé de responsabilité.
Et ils sont arrivés à des recommandations novatrices et que nous pensons seront à même de rehausser et de mieux qualifier l'appareil diplomatique de la Guinée. Les orientations données par le président de la République sont claires. Faire connaître la Guinée à l'extérieur parce qu'elle est victime de son passé. Le chef de l'État est revenu sur les manifestations organisées par l'opposition, le manque de respect au président de la République par les médias et l'exploitation des ressources naturelles dans la transparence. Il est extrêmement important que cette conférence diplomatique se tienne, car très souvent la Guinée est un peu méconnue à l'extérieur, mais aussi on est victime de notre passé. Quels que soient les progrès qu'on fait, on en amène toujours à la Guinée d'avant. Ah, c'est la Guinée, c'est la Guinée. Même quand les pays qu'on dit démocratiques mettent les journalistes en prison, arrêtent les journaux, en Guinée, aucun journaliste n'est poursuivi, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a 3 ans, j'ai échangé avec l'ambassadeur d'Allemagne. Il a dit, mais monsieur le président, nous ici, nous sommes victimes de la même chose. Dès qu'on a affaire aux Grecs, ils nous disent, ah, vous les nazis. Donc il est extrêmement important que vous sachiez exactement ce qui se passe en Guinée. C'est pourquoi on a tenu, qu'on vous distribue les conférences devoir organisées par les ministres. Nous avons besoin de changer l'image de la Guinée. Pendant longtemps, on est considéré comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, etc. Ce qui a totalement changé. Aujourd'hui, n'importe quelle organisation dit de droits de l'homme peut aller visiter les prisonniers. En prison, on n'a rien à cacher. Ensuite, il y a les manifestations. Moi, on a été des opposants, on manifestait. Jamais on a cassé un vélo, à plus forte raison une voiture ou une maison. Donc la manifestation est un droit démocratique, mais aussi il est de l'obligation de l'État de protéger ses citoyens. L'exercice de votre liberté ne doit pas empiéter sur la liberté de l'autre. Et ce qui se faisait souvent en Guinée, vous savez comment se passaient les marches. C'est pourquoi nous avons sécurisé par les PA la zone de traitement et autres. Depuis à la paix là-bas, et tout le monde est tranquille. Avant, vous ne pouvez pas passer, on cognait sur votre voiture, on vous arrêtait, etc. Nous respectons les droits de l'homme, nous respectons le droit de manifester, mais le droit de manifester est soumis à des règles précises qui ne respectent pas. Ensuite, il y a eu la loi anti-casseur qui a été votée contre moi quand j'étais opposant. La loi existe toujours, on peut l'appliquer. Celui qui convoque une manifestation, s'il y a des dégâts, c'est celui qui paye. Mais nous n'avons pas voulu l'appliquer pour beaucoup de raisons. Aussi, parfois, la radio manque totalement de respect au président de la République. Je n'ai pas voulu jusqu'à présent que le procureur les poursuive parce que, au fond, bon, si j'insulte, bon, pour moi je m'en fous, parce que ça ne va pas m'être collé dans le dos. Donc il est extrêmement important que vous connaissiez la situation. Il y a aussi notre image dans le domaine des mines. On dit souvent on donne tout aux Chinois. Mais quand vous prenez la bauxite, je pense que Alcoa est là depuis 1963, si je ne me trompe pas. Ils donne la plus grosse réserve. Et Russal était là à Fria et à Kindia. Aujourd'hui, Zwandiania. Moubadala à Sangaredi, c'est Abu Dhabi. Alufer à Bofa, c'est anglo-américain. Et ensuite, vous avez aussi à Chapura, qui est une société. Nous sommes ouverts. Tous les gens qui veulent investir. Mais nous n'allons pas laissé notre bauxite sous terre alors que ça va nous servir. Quand je suis arrivé en 2011, on ne faisait que 13 millions de tonnes de bauxite alors que nous avons les plus grandes réserves du monde. Nous devons être le premier producteur, ce qui sera le cas en 2020. Mais aussi nous ne voulons pas seulement exploiter la bauxite. C'est pourquoi bien que nous n'avons pas écrit dans le code, chaque fois que quelqu'un atteint 15 millions de tonnes de bauxite, il ne va pas aller au-delà sans faire une usine d'alumine. Ce qui a amené maintenant à Winning à lancer le chemin de fer de 133 km pour faire une usine d'alumine d'1,4 tonnes. Et on leur a demandé de se mettre ensemble avec Henan Chine qui veut faire 1 million de tonnes. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait trop d'usines aussi. On a déjà Titibé avec un ancien hier pour le barrage qui va faire son usine d'alumine. On a Moubadala qui va faire son usine d'alumine. On a Alifer. On a aussi Chalco. On fait des usines d'alumine. Aussi les chemins de fer. Nous ne voulons pas que chaque entreprise fasse son chemin de fer. Ça sera d'anarchie. Donc nous demandons aussi la mutualisation.
ce qui se fait actuellement sur le chemin de fer de Kamsar, qui est utilisé à la fois par le CBG, mais aussi par Russal et par Moubadala. Donc il est extrêmement important que vous nous connaissiez exactement où on était, où on en est aujourd'hui et quelles sont les perspectives. J'espère que ces 3 ou 4 jours, je ne sais pas, passés, vous ont permis réellement de maîtriser la situation de notre pays. Je pense aussi à d'autres documents qu'on va vous envoyer, notamment le document qui est fait par la BAD, de 2007 à maintenant, qui est très édifiant. Et sur l'AFD en 2011, on était à 30 millions, aujourd'hui on a plus de 130 millions, etc. Donc il est extrêmement important que vous maîtrisez pour que vous puissiez vendre la Guinée. Parce qu'après tout, votre rôle aujourd'hui, c'est de vendre la Guinée. C'est notre rôle. Ensuite, le gouvernement ne communique pas beaucoup. C'est notre point faible. Je pense qu'on commence à communiquer. L'autre point faible, c'est la faiblesse, notre faiblesse en ressources humaines. On a vraiment un grand handicap. Si la Première République a formé des très grands cadres, parce que ils envoyaient tous les lauréats a été envoyé dans les grandes écoles, on ne peut pas dire que la Deuxième République est vraiment des cadres. Ce qui fait les cadres les plus compétents sont aujourd'hui à la retraite. On est obligé de les utiliser comme consultants, etc. Donc là où vous êtes aussi, c'est d'encourager les jeunes Guinéens. On n'a pas beaucoup de Guinéens dans les institutions internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire, etc. Par contre, on a beaucoup de Guinéens dans le secteur privé. C'est aussi de leur montrer la possibilité de s'épanouir qu'ils ont en Guinée. Bien sûr, ils ne vont pas toucher les salaires qu'ils touchent aux États-Unis, en France ou en Australie, mais ils auront d'autres possibilités de promotion. Donc j'espère donc que ces 3 ou 4 jours vous ont permis réellement de connaître nos réalités et nos perspectives. Et aussi d'être en mesure d'attirer des investisseurs. Il y a le Japon, l'Inde, ils ont beaucoup de sociétés minières qui fabriquent le bauxite ou bien le fer, mais ils ne sont pas tellement présents. Donc nous devons attirer aussi tous les grands pays qui s'intéressent aux mines. Nous venons de finir la géophysique au 100 millième de nos autres ressources, c'est-à-dire le cobalt, le cuivre, le plomb, platine, etc. Nous allons donc commencer à donner aussi des permis de recherche pour des gens qui peuvent faire la géophysique au 50e, afin qu'on puisse exploiter ces différentes richesses. Donc nous avons des très grandes perspectives. Aujourd'hui, notre agriculture est totalement modifiée, puisque même les paysans commandent par monnaie électronique, etc. Et nous voulons développer aussi des cultures de rente que nous avons développées d'abord grâce à l'accompagnement de notre frère Alassane, qui a accepté de nous vendre des semences de café et cacao. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin, puisque nous-mêmes, nous avons des champs semenciers. Le président Kagame qui nous livre des semences de café arabica pour le Fouta. Dans un premier temps, donc, il nous livre. Mais dans quelques temps, nous n'aurons plus besoin, puisque nous-mêmes, nous allons faire des champs semenciers. Donc j'espère que vous êtes imprégnés de toutes ces réalisations pour être à mieux d'expliquer là où vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des ambassadeurs économiques. Votre rôle est de présenter le pays, d'amener des investisseurs et aussi souvent aussi de faire en sorte qu'on organise des forums entre les hommes d'affaires de ces pays et la Guinée, soit en Guinée, soit dans leur pays. Voilà donc ce qu'on attend de vous. Et j'espère que vous partirez en étant très bien informés sur notre situation et les différentes possibilités. Donc je vous souhaite une bonne fin de conférence et bon retour dans les pays où vous êtes accrédités. Les ambassadeurs ont été suffisamment outillés pour défendre la Guinée et attirer les investisseurs. Cette conférence diplomatique qui se tient à Conakry depuis 4 jours a été une opportunité pour le président de la République de partager sa vision avec les ambassadeurs. Désormais, la diplomatie est mise au service du développement et c'est un changement de politique extérieure. Le ministre des Affaires étrangères donne des précisions dans l'émission Entretien de Coloma. Suivez. Suffisant aujourd'hui en termes de dispositifs pour répondre à ce besoin de mobilisation des ressources et mettre au service de notre émergence. C'est-à-dire que une des recommandations, c'est d'optimiser la présence diplomatique de la Guinée à l'étranger. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on a 36 ambassades, 2 missions permanentes et des 4 consulats généraux, il va falloir optimiser, c'est-à-dire s'il y a besoin d'avoir une présence diplomatique de la Guinée dans d'autres pays, il va falloir y penser. Et on peut aussi réduire la présence diplomatique
parce qu'il faut tenir compte de nos priorités. Si c'est des priorités de développement, en ce moment, il faut voir dans quel pays il y a plus d'opportunités d'investissement et orienter l'ouverture des ambassades. Déjà, comme je l'avais dit avant-hier, et avec le président Alpha Condé, on a beaucoup diversifié notre partenariat en ouvrant de nouvelles ambassades, notamment auprès des pays émergents. Et aussi le partenariat est beaucoup plus renforcé. En bref, j'ajoute que les travaux de la conférence diplomatique prendront fin demain, vendredi, à 9h à l'hôtel Kalouma. Ouverture ce matin des travaux de la 38e convention du district 403A1. L'objectif est de présenter le bilan des activités de l'année dernière et dresser le tableau des projets en voie de réalisation au compte de 2019. Plus de 500 participants prennent part à ces assises présidées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Adi Kamara nous signe ce reportage. C'est l'ouverture des travaux de la 38e convention congrès multiple du district 403A1. Coco Conakry 2019 en abrégé. Tout a commencé par la méditation, les hymnes nationaux et la présentation des drapeaux des différents pays membres. Il s'agit d'une vingtaine de pays africains, y compris les États-Unis, la France, l'Inde et le Pakistan, soit 500 participants. Quelle stratégie pour une croissance durable dans le district 403A1? C'est le thème retenu pour les assises de Conakry. J'ai le plaisir de vous informer que lors de sa session d'avril tenue en Islande, le conseil d'administration de notre association a adopté le projet de résolution dont l'objet est de faire de l'Afrique la 8e ère constitutionnelle à notre prochaine convention internationale de Milan en juillet prochain. Toutefois, l'Afrique devra continuer à améliorer ses performances et maintenir le cap d'une croissance continue et stable pour atteindre 31 000 membres d'ici juin 2019. Après cela, chers amis, Lyon, l'Afrique pourra ainsi représentée par un directeur international au sein du conseil d'administration de notre association chaque année. Cette 38e convention congrès sera une occasion supplémentaire de célébrer le culte de l'amitié et de la fraternité retrouvée après les difficultés subies en début d'exercice. C'est aussi, chers amis, un grand moment où nos amis et frères de la République de Guinée nous permettront de vivre un temps historique du lionisme en Afrique. La Guinée est le 4e pays africain à recevoir sa charte. C'était en 1954. Depuis, l'on a assisté à la création de plusieurs Lions Club. Aujourd'hui, il est question de célébrer les valeurs de l'amitié, de la solidarité et de la paix. Bref, la générosité est la clé de voûte de toute activité menée par le lionisme. Chers amis, Lions, votre association est certainement l'un des plus prestigieux clubs, services, participant aux côtés des gouvernements à la solidarité internationale et à la lutte pour le bien-être de l'homme. Chers amis Lyon, qui avez depuis presque 100 ans servi vos communautés avec dévouement et contribué au développement du bien-être de millions de personnes, nous vous saluons et à travers les lions du monde entier et tous les bénévoles anonymes pour leur service utile et précieux à la cause de la communauté humaine. En Guinée, le programme ambitieux de développement économique et social du professeur Alpha Condé, président de la République, correspond aux valeurs que vous partagez. Ce programme important comporte des volets majeurs d'une politique clairvoyante visant essentiellement l'intérêt du peuple, notamment des plus fragiles dans ce peuple, afin de construire une société plus juste, plus solidaire et de promouvoir l'émergence des citoyens plus responsables.
Durant 5 jours donc, il y aura des ateliers, des conférences axées sur la définition des projets allant dans le sens de la lutte contre la faim et certaines maladies. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassuri Fofana et certains membres du gouvernement ont reçu des signes distinctifs des Lions Club. Ils sont désormais membres à part entière et travailleront davantage à aimer et à servir l'humanité volontairement. Les travaux préparatoires de la 2e édition de la table ronde pour un secteur minier responsable se sont ouverts ce jeudi à Conakry. État des lieux, enjeux et perspectives est le thème retenu cette année à travers 5 thématiques. Les parties prenantes venues de plusieurs couches sociales du pays ont pour tâche de faire le diagnostic du secteur minier. Valérie Talimane, reportage. Ils sont 275 participants à prendre part aux travaux préparatoires de la 2e édition de la table ronde nationale sur le secteur minier en Guinée. 22 communautés des régions minières sont représentées au débat qui vont durer 2 jours à Conakry. La Guinée, signataire de la vision minière africaine, s'achemine ainsi vers un développement minier responsable. Le but est de permettre au pays de tirer pleinement profit de son industrie extractive. Tous les enjeux de responsabilité sont essentiels à prendre en compte. Le gouvernement s'en rend bien compte justement en organisant cette 2e table ronde. Les élus, les parties prenantes, ONG, les communautés minières, tout le monde a envie de connaître quelles sont les meilleures retombées du secteur minier sur les territoires miniers et sur le pays, et se poser ensemble la question de la responsabilité des uns et des autres pour essayer de mieux collaborer. Les acteurs miniers, partenaires techniques et financiers vont se pencher sur 5 points dont la prévention et la gestion des conflits dans les zones minières, la promotion du contenu local et la problématique des infrastructures sociales de base, notamment l'électricité, l'eau et le transport. Quand des populations attendent des retombées de telles activités, encore faut-il que les populations comprennent déjà en quoi ça consiste. Est-ce que les populations ont le même point de vue que l'investisseur qui est venu dans le secteur? Donc vous voyez, il y a des questions des fois très délicates. Donc toutes les parties prenantes se retrouvent face à face, échangent et voient ensemble comment parvenir à une exploitation minière, une activité minière profitable à tous. Cette 2e édition va évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations formulées lors de l'édition de 2017 dans le cadre du développement du secteur. La restitution des analyses issues des 2 jours de travaux sera faite au président de la République lors d'une plénière qui sera organisée afin de vulgariser les réflexions pour un développement intégré et durable du secteur minier de la Guinée. Dans l'actualité également, le Japon multiplie les actions en faveur de la Guinée. L'ambassadeur de l'Empire du Soleil Levant et la ministre de la Coopération et de l'Intégration viennent de signer une convention pour le financement du secteur de la pêche. Après la signature de la convention, place à une remise de dons d'équipements médicaux à l'hôpital Niasdine. Ousmane Ba. L'enveloppe s'élève à plus de 15 milliards de nos francs. Elle représente un engagement important des 2 parties pour développer le potentiel halieutique guinéen, concourir à l'atteinte de la sécurité alimentaire et contribuer à l'augmentation des exportations nationales. La pêche est ainsi un des points communs qui existent entre le Japon et la Guinée. Ici aussi existe une culture de la pêche et la production et exploitation halieutique fournissent une part également non négligeable de l'économie guinéenne. Ce don va résoudre un problème important. Nous venons d'interdire l'utilisation des monofilaments dans la pêche. Les monofilaments, c'est des filets de mailles tellement restreints et qui sont non dégradables, bio non dégradables. Donc pour réussir notre opération, il faut des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, par la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui le Japon qui s'est manifesté et qui est prêt vraiment à accompagner la Guinée. Après la signature des documents contractuels, c'est la remise cette fois-ci d'un don d'équipements médicaux divers. Là aussi, des équipements dont le coût s'élève à plus de 15 milliards de francs guinéens. Ce sont plusieurs lots qui vont contribuer efficacement
à l'amélioration des conditions de travail de ces médecins dans la recherche continue de solutions aux nombreux problèmes de santé publique. À l'époque, je crois qu'on n'avait que 4 dialyseurs. Maintenant, on en a plus. Et quand on offre encore 7 dialyseurs, ça veut dire qu'on augmente la capacité de prise en charge du service. Puisque l'insuffisance rénale chronique, non traitée, égale mort. Grâce au Japon, que nous sommes pouvoir accomplir la vision du professeur Alpha Condé. Donc la Guinée est gagnante après, dans sa 61e année de coopération avec le Japon. Les équipements sont destinés au CHU, Ignace Dine et Donka et aux hôpitaux régionaux de Boké et Kindia. La valorisation et la commercialisation des produits de la pêche sont au centre d'une rencontre continentale à Conakry. La rencontre qui a accueilli plus de 20 pays africains et de l'océan Indien doit aboutir à l'identification des projets en fonction des besoins des femmes évoluant dans la pêche artisanale. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. Le long du littoral guinéen, 190 débarcadères sont répertoriés dans le cadre de la pêche artisanale. Et ce secteur fournit plus de 119 tonnes de poissons par an. Ce chiffre représente plus de la moitié des captures totales de toute la pêche maritime. Et sur la chaîne des valeurs de la pêche artisanale, les femmes constituent les actrices clés dont les conditions de travail et de vie sont à améliorer. À Conakry, plus de 20 pays africains et de l'océan Indien viennent échanger avec les femmes guinéennes sur leurs activités. Pour que nos femmes puissent contribuer dans le développement économique de nos pays, il faudrait, à mon avis, améliorer leurs conditions de travail pour qu'ils puissent avoir une vie décente. Certes, nos États sont en train de faire d'excellentes choses, mais quand même, il faudrait comprendre que la pêche, non seulement elle est culturelle, elle est socio-économique, mais c'est un facteur de stabilité sociale. Nous avons besoin d'un centre, par exemple, de transformation pour les femmes, qui respecte la marche en avant et qui peut avoir une infirmerie, une garderie pour les enfants. Parce que vous avez vu partout où il y a la mer, l'enfant est là. Et donc, la santé de l'enfant est plus exposée que celle de la mère, parce qu'étant plus jeune. Donc, il faut que nous essayions d'améliorer ces conditions. Au centre des réflexions de Conakry, la valorisation et la commercialisation des produits de la pêche, enjeux et défis à relever. Elles sont au début et à la fin de la pêche. Je pense que des décisions vont être prises et ça va constituer un réel document de plaidoyer, d'autant plus qu'au niveau des directives de la FAO, les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche, le rôle des femmes a été reconnu. Et en ce qui concerne la stratégie des réformes des politiques africaines, je pense que quelque chose va être fait et c'est le plus important aujourd'hui. Fierté pour la Guinée de recevoir cette grande délégation. Aider les femmes dans leur travail quotidien, améliorer leurs conditions de vie, les conditions de revenus et aussi améliorer les qualités des produits halieutiques destinés à la commercialisation. Voilà essentiellement ce que nous attendons de cet atelier. Cette rencontre des femmes des pays membres de la CAOPA doit permettre d'identifier des projets en fonction des besoins exprimés par les actrices de la pêche artisanale guinéenne. Au-delà des travaux en atelier, des séances d'échange direct avec les autres acteurs sont prévues sur le terrain. Direction Kabak pour s'enquérir du lancement des travaux d'urgence visant à aménager 1500 hectares de la plaine de Kabak. Les travaux d'une enveloppe de 6 milliards sont financés par le président de la République. Pour le long terme, par le biais de la coopération hollandaise, une étude plus exhaustive de la dégradation de la digue est envisagée. Fodé Camara. Réalisée depuis les années 50, la digue de Kabak a été réhabilitée à maintes reprises. Des réhabilitations qui se sont soldées par des résultats infructueux. Sur 2300 hectares aménagés, 850 hectares sont menacés. Située en front de mer, la partie inondée est abandonnée. Loin de la digue, aujourd'hui les paysans ont les yeux rivés sur ces 1500 hectares potentiellement exploitables. Leur cri de cœur est entendu par le président de la République qui vient d'enclencher ces travaux d'urgence d'aménagement. Des travaux
d'un coût global de plus de 6 milliards de francs guinéens. On a tenté plusieurs expériences ici. Au moment des inondations, on est venu, on a fait beaucoup de choses ici pour soulager la population de Kabak. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est vraiment, je suis très content parce qu'au moins j'ai assisté à ça. Et on a vu le développement des militaires et le développement de la population. Et avec ces machines, on espère qu'on va aboutir. Les 9 km, on va les faire. En arrière mangrove, ces travaux visant à barrer les assauts de la mer vont permettre à la commune rurale de Kabak de rejouer son rôle de grenier du littoral. En plus des bulldozers et autres dispositifs du génie militaire, le volet haute intensité de main-d'œuvre de ces travaux d'urgence va permettre de générer de l'emploi pour les braves valides de Kabak. C'est parti que ces machines ne pourront pas intervenir. Donc c'est juste ces points noirs qu'avec la participation des communautés qu'on appelle le plus souvent haute intensité de main-d'œuvre qui vont également contribuer à l'augmentation des revenus, à la création d'emplois des hommes et des femmes. Depuis près de 70 ans, la commune rurale de Kabak est devenue le plus grand symbole du dérèglement climatique sur le littoral. Face à l'ampleur du phénomène, l'expertise hollandaise est sollicitée. Au-delà des travaux d'urgence, à long terme, une étude plus exhaustive doit être faite par ces experts émissaires des Pays-Bas. On va essayer de donner un appui sur les études de faisabilité pour une protection côtière. Remarquez que je ne parle pas d'une digue, mais que je parle d'une protection côtière parce qu'il y a différentes options pour protéger les pays. Les Pays-Bas sont bien reconnus pour la protection côtière. On a des dunes, on a des digues, on a de tout. Et ici, on va voir ce qui est apte pour le pays ici. Mais le départ, c'est quand même les mesures d'urgence. C'est ça l'essentiel. Les mesures d'urgence, grâce à la présidence, la génie rurale, génie brigade, militaire aussi, et l'assistance, l'appui de le PNUD, va permettre de conduire des études de faisabilité. Mais l'objectif, bien sûr, c'est d'aboutir à la réalisation de bonnes protections côtières. À Kabak, en plus de la difficulté de dompter la mer pour les producteurs, l'invasion des eaux se fait aussi de façon souterraine. Aujourd'hui, les puits sont salés. Ici, accéder à l'eau potable est un combat permanent. D'où l'urgence d'agir maintenant par un méga projet d'aménagement intégré. Les Pays-Bas vont commencer les études de faisabilité. Les Pays-Bas nous ont annoncé le financement de 50% des infrastructures qui seront faites ici. Donc on est en train de parler quand même à Kabak d'un investissement de près de 30 millions d'euros. Donc voilà les négociations qui ont encore démarré. Donc les travaux vont démarrer. D'autres négociations pour le financement des infrastructures solides vont démarrer. Donc on est sur une bonne voie avec la coopération hollandaise. Au niveau de la digue de ceinture, le cours d'eau fidèle à son lit a encore ouvert, les bras de mer fermés par des travaux antérieurs. Ici, l'implication des Hollandais, très expérimentés en maîtrise de l'eau, suscite assez d'espoir au niveau des 29 000 âmes de la commune rurale de Kabak. La Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État offre un cadre propice aux retraités de la fonction publique. Elle vient de réaliser des toilettes, des hangars et des forages pour soulager les hommes du troisième âge lors du paiement de leur pension. Aboubakar Junior Camara. Des hangars, des toilettes et des forages pour les fonctionnaires retraités. L'œuvre de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État touche les 5 communes de la capitale. Cette structure créée en 2014 par la volonté politique du chef de l'État a pour mission d'améliorer les conditions de vie des agents de l'État à la retraite. La cérémonie de remise officielle de ces infrastructures a mobilisé les retraités, les autorités et les cadres de l'administration. Dans le passé, les camarades venaient même s'asseoir sur des cailloux. Tout le monde voyait ça. Le retraité est complètement fatigué. On ne savait même pas comment payer certains vieux. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons où s'asseoir, ou aller dans les toilettes, ou prier même. Dans sa politique de réforme de l'administration, aucune couche de la vie sociale n'est oubliée par le président Alpha Condé. D'où la création de cette caisse de prévoyance sociale des agents de l'État. Une institution qui se veut financièrement autonome pour faire face à sa lettre de mission. Nous avons fait une tournée à l'intérieur du pays. On a constaté qu'il n'y avait pas de meilleure commodité pour les retraités. Ils venaient chercher leur pension, ni toilette, ni latrine, ni eau, ni hangar.
nous avons estimé que cela n'était pas normal. Donc à notre retour, nous avons saisi notre conseil d'administration qui nous a soutenus auprès du gouvernement à l'effet d'obtenir ce financement. Le ministère de la fonction publique accompagne la caisse pour l'atteinte de son objectif. Selon le chef de ce département, des efforts sont en cours pour payer les retraités au même moment que les fonctionnaires. Le président de la République se préoccupe extrêmement de leurs conditions de vie. Et c'est à ce titre d'ailleurs que le minimum vieillesse a été augmenté et que personne n'est payé en dessous du SMIC, 440 000. Donc il y a d'autres mesures qui viennent parce que toute notre biométrie vise à faire en sorte que si nous économisons, nous essayons d'améliorer les conditions de vie des retraités. Après les 5 communes de la capitale, la deuxième phase du projet va s'étendre aux capitales régionales et aux préfectures. L'objectif est de créer un cadre de vie adéquat dans les guichets de paiement des pensions. Santé, la préfecture de Forêt-Caria vient de bénéficier des kits de soins obstétricaux. C'est un geste de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Le don sera reparti entre 11 structures sanitaires. La démarche vise à minimiser le taux de décès maternel et néonatal dans la localité. Adjatou Bari. L'hôpital préfectoral de Forêt-Caria, une structure sanitaire de référence pour les 10 sous-préfectures de la localité. Son service de maternité est le plus utilisé, avec en moyenne 130 000 accouchements par mois. La plupart des femmes enceintes et nouveau-nés admis viennent à cause des complications obstétricales. Dans le cas de souffrance, vous allez voir, ils vont dire par exemple c'est un accouchement prolongé, il y a les cas d'hémorragie par exemple, l'hémorragie 3e trimestre, soit c'est un cas de HRP, soit c'est un cas de rupture utérine, soit c'est un cas de placenta previa. Donc nous recevons ces cas, nous n'avons pas le temps de retarder les prises en charge. Avec le paquet d'activités du service de maternité dans la gestion des accouchements notamment délicats, le centre hospitalier et les 10 centres primaires de soins de Forêt-Caria bénéficient de nouveaux équipements médicaux. Ces kits sanitaires permettront de faire face aux cas d'urgence obstétricaux. Le don est accompagné d'outils informatiques et de 50 téléphones portables. Le principal donateur est l'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, à travers le projet Champion, SONU. Ces agents étant formés, on les a outillés dans un premier temps. Et vu que ces outils étaient utilisés comme il se devait, il fallait maintenant faire un accompagnement. Donc cette fois-ci, nous avons non seulement outillé et les agents, les centres de santé et même l'hôpital préfectoral pour la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales d'urgence. Les téléphones portables qu'on va mettre à votre disposition avec des puces et des flottes, c'est pour permettre de jouer un rôle important dans la communication, dans le circuit des urgences. Monsieur, c'est lui qui est de Séhoro, il a une urgence, il doit appeler à Forêt-Caria. Écoutez, j'ai une urgence, telle. Celui de Forêt-Caria peut savoir, oui, c'est une hémorragie, il faut qu'il fasse rapidement pour avoir la banque sanguine et pour avoir du sang disponible. Dans le projet de Champion en SONU obstétricaux et néonatal d'urgence, l'implication de la communauté est un aspect important. La stratégie communautaire se fait à Forêt-Caria par la responsabilisation des syndicats des transporteurs et des agents communautaires dans le transfert des femmes enceintes et nouveau-nés en difficulté vers les centres hospitaliers de référence. De quoi favoriser la prise en charge rapide en vue de réduire la mortalité maternelle et néonatale dans cette préfecture frontalière. Devant les médias, les membres de l'ONG Union nationale des acteurs libres de Guinée ont présenté le plan d'action de leur organisation, un plan qui milite en faveur du renforcement de la culture de la paix et de la non-violence. Les précisions avec Fatmata Batoul Diallo, Saliouba. Dans ce plan d'action figure en bonne place la participation active de l'ONG dans le développement national, la promotion d'un état de droit, la vulgarisation des textes de loi, la sensibilisation des citoyens sur des notions de paix, de la démocratie sont entre autres programmes de la structure. Sensibiliser les citoyens sur le respect des règles et des principes démocratiques. Quand vous écoutez les radios, vous lisez les réseaux sociaux, vous avez peur. Vous avez l'impression que le pays va brûler. Va brûler tout de suite. Et ça, c'est très grave. Donc le discours doit changer. Il faut qu'on ait un discours optimiste. À travers cette Union nationale des acteurs libres de Guinée, les membres ambitionnent de créer un climat de confiance entre les populations et certains acteurs de la société civile.
Pour y arriver, elle compte sur le soutien de la population. Nous allons changer d'approche. Souvent les citoyens ne comprennent pas quel doit être leur rôle, quels sont leurs droits et leurs devoirs. Notre rôle, c'est de le rappeler. Mais c'est de les mettre aussi en rapport avec l'État pour qu'ils dialoguent, qu'il y ait un dialogue direct entre autorités, mais aussi entre citoyens. Parmi ces objectifs, la création d'un cadre de dialogue inclusif entre les acteurs politiques, socio-professionnels et les autorités. Autre mission, la lutte contre la dégradation de l'environnement, mais aussi réaliser des études spécifiques sur des questions liées à la santé, l'éducation, la culture et la bonne gouvernance. À Bofa, les jeunes se sont réjouis de la création prochaine du centre d'intégration socio-économique, une priorité du chef de l'État. Le projet Intégra est l'un des fruits de cette volonté présidentielle. Il s'agit d'une approche particulière pour permettre aux jeunes d'avoir des ressources pour se former. Alga Semouba. À 150 km de Conakry, la préfecture de Bofa. Ici, le besoin d'insertion socio-économique des jeunes est grandissant. Dans une semaine, la préfecture sera dotée d'un centre Intégra Wali Yetebe, une structure d'accompagnement des jeunes porteurs de projets et de création d'entreprises ou de coopératives. Cela en offrant un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement. Ce centre sera non seulement un guichet unique virtuel, mais il sera aussi physique. Donc il va amener toute la dernière technologie pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir l'information en temps réel pour l'accès au marché, l'accès aux opportunités d'emploi et aussi permettre aussi aux jeunes d'avoir la certification, la formation nécessaire pour pouvoir compétir sur le marché national et aussi offrir leurs produits sur le marché régional et international. Le centre Intégra Wali Yetebe sera logé dans les locaux de la Maison des Jeunes de Bofa. Lorsque j'ai appris le lancement de ce programme à Bofa, je me suis mis à la tâche pour venir participer à ce programme. Le programme Intégra est une initiative conjointe portée par le gouvernement guinéen et l'Union européenne. Notre but ici, c'est de leur permettre ce décollage pour que la vie professionnelle ne soit pas quelque chose d'impossible, mais que ce soit une réalité. Intégra, projet d'appui à l'insertion socio-économique des jeunes en Guinée, c'est l'une des activités qui entre dans le domaine de la promotion des jeunes pour faire comprendre aux jeunes de Guinée qu'on peut rester ici en Guinée, avoir des initiatives, travailler et réussir ici en Guinée et contribuer au développement du pays. Le programme Intégra touchera 18 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Dans les jours à venir, les autres préfectures bénéficieront aussi de leur centre Intégra. Au panorama culturel, avant de nous quitter, l'artiste Oudi Premier va prester demain, vendredi à Sheraton Grand Conakry. Oudi Premier va égrainer son répertoire de musique en compagnie de l'artiste ivoirien Kérosène. Au micro de notre reporter Mama Issata Kamara, l'artiste nous décrit l'ambiance de demain. Suivez. La particularité de ce concert, c'est un concert VIP. Donc c'est un concert VIP où vous avez DJ Kérosène en live et Oudi Premier. Je pense que c'est une première ici en Guinée. Donc pour moi non, mais pour lui je pense que ça sera une première. Et donc tous les mélomanes de la bonne musique, je vous invite à venir assister à ce grand spectacle qui est livré demain à partir de 20h du côté du Sheraton Club. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on s'arrête. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Demain, vous serez avec une autre équipe pour d'autres pages d'information. Passez une douce nuit en compagnie des programmes de la télévision nationale. À très vite.